Oui, officier, il y a un jeune noir ici qui sème le trouble dans le quartier. Ces mots flottaient dans l'air comme du poison tandis que le son des sirènes de police brisait le calme tranquille du soir de Rosewood Drive. Leur lumière rouge et bleue clignotant sur les pelouses immaculées, transformant la tranquillité en tension. Mettez vos mains là où nous pouvons les voir, aboya l'officier Blake. Sa voix tranchant le crépuscule avec une agressivité inutile, comme si Zion, ce petit garçon confus, était déjà coupable d'un crime impensable. Le ballon de basket glissa des mains de Zion. Rebondit une fois sur l'asphalte, puis roula tranquillement dans le caniveau, oublié comme son innocence à ce moment-là. Debout sur sa pelouse impeccablement tondue se tenait Brinley Ashworth. Une femme de 45 ans à la voix aussi tranchante que sa manucure. C'est elle qui a pris la décision. Vêtue d'un ensemble de sport de marque qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, son doigt manucuré pointait comme une arme vers Zion Mitchell, 9 ans. Un garçon dont le seul tort était de porter un maillot de basket et d'afficher le regard écarquillé d'un enfant aveuglé par la cruauté. Zion leva lentement les mains, chaque mouvement mesuré. Délibéré ou le genre de réflexion que les parents noirs américains inculquent à leurs enfants dès leur plus jeune âge. Mais ce qui se produisit ensuite allait ébranler les fondations même de Rosewood Drive. Y compris les policiers qui pensaient simplement répondre à un appel de routine concernant un enfant noir suspect. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'un appel téléphonique. Passé quelques instants auparavant par un certain Zen, allait tout changer. Cet appel allait insuffler à Rosewood Drive une force qui allait révéler les mensonges de Brinley. Briser les présomptions des policiers et prouver que parfois, la justice ne frappe pas à la porte, mais défonce la porte. Ce qui se produisit ensuite marquera à jamais ce quartier. Ce sera une leçon sur le coup mortel des préjugés, les conséquences réelles du racisme et la vérité bouleversante sur la véritable identité de Zion Mitchell. Si vous croyez qu'il faut lutter contre les préjugés, abonnez-vous dès maintenant. Tapez « Justice » dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Car cette histoire est sur le point de devenir folle, inattendue et inoubliable. Mais pour comprendre l'incendie qui a éclaté ce jour-là, il faut remonter 3 semaines en arrière. Par un samedi matin chaud et ensoleillé, au moment même où Zion Mitchell, 9 ans, a posé le pied sur Rosewood Drive. Il n'avait aucune idée que ce geste, ce nouveau départ, l'entraînerait dans la ligne de mire d'une femme dont la haine brûlerait si fort qu'elle consumerait presque tout. Zion emménageait chez sa grand-mère avec sa mère, le docteur Amani Mitchell. Une brillante chirurgienne pédiatrique qui travaillait sans relâche à l'hôpital pour enfants. La maison de Nana Cordelia, située au 247 Rosewood Drive, était modeste mais accueillante. Une allée confortable, parfaite pour les paniers, et un jardin devant la maison, parfait pour s'entraîner au dribble. Parce que Zion n'était pas n'importe quel enfant de 9 ans. Ce garçon était spécial. Brillant. Poli jusqu'au bout des ongles. Un enfant qui disait « oui, madame » et « non, monsieur » sans qu'on le lui dise. Qui aidait ses voisins âgés à porter leurs courses. Qui rêvait non seulement de jouer au basket, mais aussi de porter un jour fièrement un maillot universitaire. Ses bulletins scolaires étaient agrémentés de très bonnes notes. Ses professeurs l'adoraient. Et son sourire pouvait illuminer même la pièce la plus sombre. Mais il y avait quelque chose dans la famille de Zion que même lui ne comprenait pas entièrement. Le travail de son père, masqué par de vagues allusions à « travail gouvernemental », était un mystère. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, Zion l'apercevait en train de partir, costume impeccable, serviette à la main, le visage concentré et indéchiffrable. Le soir, son père rentrait tard, souvent bien après que Zion se soit endormi. Quand les enfants à l'école lui demandaient ce que faisait son père, Zion haussait les épaules et répondait. Il travaille pour le gouvernement. C'est important, mais je ne connais pas vraiment les détails. Ce que Zion ne savait pas, ce que personne dans cette rue ne savait, c'est que le travail mystérieux de son père était sur le point de devenir le détail le plus important de sa jeune vie. Pendant ce temps, à seulement 4 maisons de chez Nana Cordelia se dressait la forteresse impeccablement polie de Brinley Ashworth. Et Brinley, eh bien. Elle était l'incarnation humaine de tout ce qui ne va pas dans la banlieue, drapée dans des pantalons de yoga haut de gamme et une fausse préoccupation pour son quartier. À 45 ans. Brinley s'était autoproclamée reine de la surveillance de quartier de Rosewood Drive. Ce titre, à ses yeux, lui conférait un pouvoir illimité pour contrôler, surveiller et harceler quiconque ne correspondait pas à sa vision soignée de la parfaite banlieue. Son mari, Preston Ashworth,
était un banquier d'affaires influent. Si souvent absent qu'il remarquait à peine ce que faisait sa femme pendant la journée. Leurs jumelles de 16 ans, Caitlin et Braxton, étaient si gênées par leur mère qu'elle l'évitait activement. Quand des amis venaient, il les faisait passer en douce par la porte de derrière pour éviter l'inévitable interrogatoire au 3e degré. Mais Brinley s'en fichait. Son obsession n'était pas la famille. C'était le pouvoir, plus précisément celui de contrôler tout et tous ceux qui l'entouraient. Chaque matin, réglé comme une horloge. Brinley se réveillait et commençait sa routine de surveillance. Elle examinait chacune des 6 caméras Ring, les scrutant à la recherche de tout ce qui semblait anormal. Puis, elle se rendait sur Facebook et l'application Nextdoor, prête à se plaindre passivement et agressivement de tout. Des poubelles laissées dehors trop longtemps aux voitures garées légèrement de travers. Elle considérait la valeur des propriétés et l'esthétique du quartier comme un devoir sacré à protéger. Mais ce n'était pas seulement de la fierté. C'était une obsession. Et c'était dangereux. Malheureusement, Brinley n'était pas le seul sur Rosewood Drive à avoir une vision déformée du monde. Les agents Garrett Blake et Nash Sterling patrouillaient dans le secteur. Associés depuis 3 ans et connus au sein du service pour un comportement qui aurait dû leur coûter leurs insignes depuis longtemps. Ce n'étaient pas des policiers qui protégeaient et servaient. C'était le genre d'agents qui rôdaient dans les quartiers minoritaires à la recherche de prétextes pour envenimer la situation. Qui utilisait la force là où une simple conversation suffisait. Qui riait aux blagues racistes dans l'intimité d'une voiture de police. Durant sa première semaine à Rosewood, Zion n'était qu'un enfant, un enfant qui vivait sa vie. Il tirait au panier dans l'allée. Il faisait du vélo. Il souriait et saluait ses voisins, le cœur rempli de la joie que seule l'enfance peut apporter. La plupart des voisins l'ont accueilli chaleureusement, charmés par sa présence. Mais pas Brinley. De sa fenêtre, elle l'observait avec des yeux de faucon au non, comme un prédateur évaluant une cible. Lorsqu'il driblait un ballon de basket, elle voyait des rôdeurs. Lorsqu'il se dirigeait vers l'épicerie du coin, elle voyait un voleur potentiel. Lorsqu'il jouait avec le chien du voisin, elle voyait un trouble à l'ordre public. À la fin de la première semaine, Brinley avait déposé sa première plainte officielle auprès de l'association des copropriétaires. Objet ? Flânerie continue et comportement suspect d'un mineur non résident. Elle y décrit Zion comme un jeune homme se livrant à un comportement de surveillance et exige une action immédiate pour ce qu'elle appelle une menace claire pour la sécurité. Robert Chen, le président de l'association de propriétaires, lut la plainte avec un froncement de sourcils perplexe. Il connaissait Nana Cordelia. Il savait que son petit-fils venait d'emménager. Il ne comprenait absolument pas comment un enfant de 9 ans pouvait représenter une menace. Il la classa donc, espérant qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Mais Brinley n'en avait pas fini. La 2e semaine arriva, et son comportement s'envenima d'une manière qui aurait pu être risible, si elle n'était pas si dérangeante. Zion avait reçu un nouveau ballon de basket pour son anniversaire, et il adorait le son rythmique et résonnant qu'il produisait sur le béton. Pour lui, c'était le rythme de l'espoir, des rêves. De la liberté. À Brinley ? C'était une arme. Elle a appelé la ligne de police non urgente, la voix teintée de fausse panique. Elle a affirmé que les bruits forts et répétitifs provenant du 247 Rosewood Drive ressemblaient à des coups de feu. Qui lui causaient une forte anxiété et la faisaient craindre pour sa sécurité. Elle a dit au répartiteur qu'elle n'était pas sûre qu'il s'agisse d'un ballon de basket ou de quelque chose de plus dangereux, et a exhorté les agents à venir immédiatement. À son arrivée, l'agent trouva Zion en train de faire ce que font les enfants, jouer au basket, tandis que Nana Cordelia était tranquillement assise sur le porche. L'agent s'excusa pour la gêne occasionnée et partit en secouant la tête face à l'absurdité de la situation. Mais la plainte de Brinley a été officiellement enregistrée. Et elle a eu sa première entrée dans ce qui allait bientôt devenir une piste papier dangereuse. Dès la 3e semaine, la campagne de Brinley avait pris une tournure plus sombre. Plus délibérée. Elle s'est rendue sur Nextdoor, répandant du poison derrière un clavier impeccable. Elle a affiché des avertissements concernant des activités de gang préoccupantes, un trafic de drogue suspecté, près de l'école primaire, et a appelé les voisins à rester vigilants. Ce qu'elle faisait en réalité, c'était construire un faux récit. Une histoire destinée à dépeindre un petit garçon, plein de lumière, comme quelque chose qu'il n'était pas. Et Rosewood Drive ? Elle allait bientôt ressentir la tempête qu'elle avait déclenchée.
Elle ne mentionnait jamais Zion par son nom. Mais ses descriptions étaient suffisamment vivantes et détaillées pour que quiconque l'ayant déjà vu comprenne exactement de qui elle parlait. Elle décrivait ses vêtements, son âge approximatif. Et même les moments de la journée où il était le plus actif. Ce qu'elle faisait, en substance, c'était créer une affiche de recherche pour un garçon de 9 ans. Dont le seul crime était simplement d'exister en tant que noir dans son quartier immaculé et surveillé. Les commentaires sous ces publications formaient un mélange inquiétant. Certains provenaient de voisins raisonnables, demandant des éclaircissements ou des informations plus précises. Mais d'autres partageaient sa vision du monde tordu. Ils intervenaient avec enthousiasme, ajoutant leurs propres observations, leurs propres soupçons. Brinley construisait une armée de paranoïa à un voisin raciste à la fois. Ce qui rendait la situation encore plus effrayante, c'était le fait que Brinley savait exactement ce qu'elle faisait. Elle ne se contentait pas de déverser ses émotions. Elle élaborait un récit. Traçait un chemin, documentait ce qu'elle prétendait être un schéma récurrent, un schéma qui n'existait que dans son imagination débordante. Chaque plainte, chaque message soigneusement rédigé. Chaque appel téléphonique, tout cela faisait partie d'une campagne méthodique. Une campagne avec un seul objectif, expulser Zion et sa famille de son quartier. C'était un mardi soir tranquille. Zion, tout juste 9 ans, faisait ce que tout enfant ferait après ses devoirs, faire un panier dans l'allée de sa grand-mère. Le soleil commençait à décliner derrière les toits, projetant de longues ombres ambrées sur Rosewood Drive. Zion était concentré sur ses lancers francs, le rebond rythmique de la balle résonnant doucement dans le silence. Il ignorait que quelqu'un l'observait, l'étudiait non pas comme un voisin, mais comme un prédateur surveillant sa proie. Brinley s'était posté à la fenêtre de son salon. Les rideaux légèrement écartés, lui offrant une vue parfaite sur la maison de Nana Cordelia. Et elle attendait. Pendant 3 semaines, elle a documenté ses soi-disant preuves, créant ainsi son histoire. Et maintenant, aujourd'hui, elle était prête à agir. Alors que Zion driblait le ballon, s'exerçant au mouvement croisé qu'il avait vu à la télévision. Le genre de mouvement que tous les enfants essaient un jour ou l'autre, le ballon lui échappa. Il rebondit violemment sur le panier et roula vers la rue, se dirigeant droit vers le caniveau. Zion courut après lui, concentré à récupérer sa balle avant qu'elle ne disparaisse. Il la rattrapa juste à temps, juste avant qu'elle n'atteigne le trottoir. Il se retourna. Un sourire de soulagement. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a vue. Brinley Ashworth traversait sa pelouse impeccable comme une femme déchaînée. Le visage tordu de rage, le regard hagard. Elle s'avançait vers lui avec une force qui aurait intimidé un homme adulte, sans parler d'un enfant. « Qu'est-ce que tu fais » hurla-t-elle. Sa voix résonnant dans le calme de la banlieue comme une alarme. « Je t'ai observé et je sais exactement ce que tu manigances. » Zion se figea. Il serra le ballon de basket contre sa poitrine. Confus et terrifié par cette soudaine agressivité. Il avait à peine interagi avec cette femme auparavant. Un simple signe de la main polie, sans jamais lui répondre. « Je joue au basket, madame. » Répondit-il doucement, respectueusement, exactement comme ses parents lui avaient appris à parler aux adultes. « J'habite ici avec ma grand-mère. » Mais Brinley n'était pas intéressé par les explications. Elle était là pour envenimer la situation. « Ne me mens pas » cracha-t-elle en s'approchant avec une énergie menaçante qui, si leur rôle avait été inversé, aurait été perçue comme dangereuse. « Je vous surveille depuis des semaines. Vous cherchez quoi voler, n'est-ce pas? Je veux voir votre carte d'identité immédiatement. » Carte d'identité. D'un enfant de 9 ans. La peur de Zion commença à s'emparer de lui. « Madame, dit-il d'une voix tremblante. Je n'ai pas de carte d'identité. J'ai 9 ans. J'habite juste là, avec ma grand-mère, Cordelia. » Il désigna le porche familier où la lumière venait de s'allumer. Mais Brinley n'a pas cédé. Son harcèlement a pris une tournure plus sombre et plus perverse. Face à la vérité, elle a redoublé d'efforts, poussée par quelque chose de venimeux. « Tu n'as rien à faire dans ce quartier. » hurla-t-elle en s'avançant vers lui tandis qu'il reculait instinctivement vers la sécurité de la maison de sa grand-mère. « Je connais ton genre. Tu es là pour voler les familles qui travaillent dur. » Et puis, lorsque Zion atteignit la première marche du porche de Nana Cordelia, Brinley fit quelque chose de si calculateur, de si maléfique. Que cela entra toutes les personnes impliquées pour le reste de leur vie.
Elle a sorti son téléphone. Et a commencé à tisser une toile de mensonges. Elle était sur le point de transformer le match de basket innocent d'un enfant en une affaire criminelle. Mais avant même de passer l'appel, son esprit s'était encore plus embrouillé. Le harcèlement n'avait pas suffi. Elle avait besoin de quelque chose de plus ou quelque chose qui garantirait que la police la prendrait au sérieux. Quelque chose qui permettrait à Zion d'être définitivement expulsé de cet endroit où, selon elle, il n'avait pas sa place. Elle a donc commencé à créer de fausses preuves. « Attends une minute. » dit-elle à voix haute, sa voix prenant un ton faussement inspiré par un souvenir soudain. « Je viens de me souvenir. Mes nains de jardin, ils ont disparu la semaine dernière. Juste là. Près de ma boîte aux lettres, valant plus de $200, et maintenant ils ont disparu. » Zion la regarda avec stupeur et confusion. Il n'avait même pas remarqué ces nains de jardin. Et encore moins les avait pris. Mais Brinley n'en avait pas fini. Loin de là. Et mes colis, continua-t-elle, ses mensonges faisant boule de neige à chaque mot. J'ai reçu des colis falsifiés. Je suis sûr de t'avoir vu regarder par les vitres des voitures le week-end dernier. Chaque accusation est plus scandaleuse que la précédente. Mais tout cela menait à quelque chose de bien pire. Quelque chose conçu pour transformer sa haine en action en justice. Elle était sur le point d'accuser un enfant de 9 ans de crime qui pourrait ruiner son avenir avant même qu'il ne commence. Alors que Zion tremblait sur le porche, Brinley a composé le 911. Elle était prête à livrer une performance qui ferait passer les acteurs chevronnés pour des amateurs. Mais ce n'était pas du théâtre. Il s'agissait d'une tentative de détruire la vie d'un enfant avec le poids du racisme systémique et des préjugés de la police. Et ce qu'elle a dit au répartiteur vous glacerait le sang. 911. Quelle est votre urgence? Oui, c'est Brinley Ashworth, au 251 Rosewood Drive. Il s'agit d'un homme noir qui semble avoir une vingtaine d'années. Il cambriole des maisons dans notre quartier depuis des semaines. Fin de l'adolescence. Elle décrivait un enfant de 9 ans comme un adolescent plus âgé et dangereux. Il a juste essayé de cambrioler des voitures dans notre rue. Et quand je l'ai confronté à propos des vols, il est devenu violent et menaçant envers moi. Je suis une femme célibataire. Seule à la maison, et je suis terrifiée. Célibataire. Elle était mariée et mère de 2 enfants. Mais elle savait que l'histoire serait plus crédible et plus urgente si elle jouait la carte de la vulnérabilité. Je pense qu'il a peut-être une arme. Il fouille sans cesse dans ses poches et fait des gestes menaçants. J'ai besoin de policiers immédiatement, avant qu'il ne blesse quelqu'un ou ne vole davantage. Une arme. Geste menaçant. Elle décrivait un enfant tenant un ballon de basket comme s'il s'agissait d'un criminel armé et dangereux. L'opératrice du 911, formée pour traiter tous les appels avec sérieux, a commencé à envoyer des agents sans hésitation. Madame, pouvez-vous décrire le suspect? Homme noir, âgé d'environ 17 ou 18 ans, portant un maillot de basketball, mesurant environ 1,80 m. Se comportant de manière très agressive envers les résidents. 6 pieds de haut. 18 ans. Agressif. Chaque mot était un mensonge. Un mensonge conçu pour que les policiers arrivent préparés à la confrontation, s'attendant à une menace. Alors que tout ce qu'ils trouveraient serait un enfant effrayé de 9 ans qui voulait juste jouer au ballon. Mais tandis que Brinley tissait sa toile de tromperie, quelque chose de puissant se déroulait sur le porche de Nana Cordelia. Sion, effrayé et dépassé, fit ce que ses parents lui avaient appris à faire. Il a appelé à l'aide. D'abord, il a appelé sa mère à l'hôpital. Maman, la voisine me crie dessus. Elle appelle la police. Sa voix était à peine un murmure. Elle dit que j'ai volé des choses. Mais ce n'est pas le cas. J'ai peur. Le docteur Amani Mitchell est sorti de la salle d'opération juste assez longtemps pour parler à son fils. Zion, mon chéri, écoute-moi. Entre avec Nana. Garde tes mains visibles en permanence. Sois respectueux si les policiers arrivent. Et appelle ton père tout de suite. Sion a suivi chaque mot. Et puis il a lancé l'appel qui allait tout changer. Même si personne ne le savait encore. Papa. Sa voix tremblait. La peur l'avait envahi. Cette voisine appelle encore la police. Mais cette fois, c'est différent. Elle dit que j'ai volé chez elle. Je sais, murmura-t-il,
main visible, reste calme, attends-toi. Il y eut un long silence. Zion écoutait son père répondre à l'autre bout du fil. J'ai peur, papa. Elle leur dit que je suis dangereux. Mais je jouais juste au basket. Je comprends, dit son père. Je t'aime. J'arrive. Et quand j'arriverai? Tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire sauront exactement à qui ils ont affaire. Cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement, car ce qui se passe ensuite va vous époustoufler. Et tu le fais pas, je ne veux pas rater le moment où les mensonges de Brinley s'effondrent. Mais avant que tu partes, je dois te demander. Avez-vous déjà vu quelqu'un être faussement accusé de cette façon? Comment vous êtes-vous senti? Et qu'as-tu fait à ce sujet? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Car votre réponse pourrait changer après avoir vu comment cette histoire se termine. Car pendant que Zion faisait ses appels et que Brinley tissait ses mensonges, 2 policiers, poussés par leurs préjugés, étaient déjà en route. Et ce qu'ils étaient sur le point de faire allait tout révéler. Et la personne qui conduisait vers Rosewood Drive à ce moment précis était quelqu'un qui allait bouleverser tout ce cauchemar, rendant justice d'une manière que personne n'aurait pu voir venir. Ce qui s'est passé ensuite sur Rosewood Drive vous fera bouillir le sang et exposera, dans des détails atroces, comment le racisme systémique opère en Amérique. Parce que lorsque les agents Garrett Blake et Nash Sterling ont reçu cet appel au 911, ils ne répondaient pas seulement à un rapport, mais à leurs propres préjugés. Et ils étaient sur le point de transformer ces préjugés en un véritable cauchemar, un cauchemar qui traumatiserait un enfant et dévoilerait la triste vérité sur les préjugés de la police. La voiture de patrouille a dévalé Rosewood Drive, sirène hurlante, gyrophares allumés, comme si elle chargeait dans un vol à main armée en cours. Blake, l'officier supérieur avec 12 ans de plainte dans son dossier, discutait déjà du « suspect » avant même leur arrivée. On dirait un autre voyou qui pense pouvoir voler des gens bien. Marmonna Blake, vérifiant son arme alors qu'ils approchaient de la maison. Ces enfants doivent apprendre que leurs actes ont des conséquences. Sterling, désireux d'impressionner son mentor raciste, hocha la tête en signe d'approbation. Ouais, et le fait qu'il soit toujours sur place signifie qu'il est soit vraiment stupide, soit vraiment dangereux. Quoi qu'il en soit. On va lui montrer ce qui arrive quand on s'en prend à notre quartier. Notre quartier est comme si Rosewood Drive leur appartenait. Et non aux personnes qui y vivaient réellement. Au moment où ils sont sortis de leur voiture de patrouille, Blake et Sterling avaient déjà décidé que Zion était coupable. Ils ne sont pas venus enquêter sur un crime, mais arrêter un criminel. Le seul problème? Le criminel était un garçon de 9 ans qui tenait un ballon de basket. Mais cela ne les dérangeait pas. Mettez vos mains bien en vue, hurla Blake, sa main planant menaçante au-dessus de son arme, tandis qu'il fonçait vers un enfant qui se tenait sur le porche de sa grand-mère. Couchez-vous. Maintenant. Zion, terrifié mais essayant de se rappeler ce que ses parents lui avaient appris, leva lentement les mains, ses mouvements prudents et délibérés. Mais avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passait, Sterling s'est approché de lui par derrière, lui a saisi les bras brutalement et l'a forcé à descendre sur les marches en béton. Je n'ai rien fait de mal, balbutia Zion, sa voix tremblant de peur et de confusion. Je vis ici avec ma grand-mère. Je jouais au basket. C'est à ce moment-là que Blake a prononcé une phrase qui entrait tous ceux qui l'entendaient. Tais-toi. On va parler ici. Un policier. Disant à un enfant de 9 ans de se taire. Laissez cela pénétrer. Sterling s'est joint à eux, ajoutant sa propre contribution honteuse. Vous correspondez à la description d'un suspect de vol. Vous êtes en état d'arrestation. Mais voici ce qui va vous retourner l'estomac. Zion ne correspondait à aucune description, sauf celle d'être noir. Le suspect décrit par Brinley au 911 était un adolescent, mesurant 1,80 m. Il ne ressemblait en rien au petit garçon de 9 ans que les policiers traitaient désormais comme une menace pour la société. Et c'est à ce moment-là que Brinley est monté sur scène pour livrer ce qui ne peut être décrit que comme une performance digne d'un Oscar de fausse victimisation. Dieu merci, vous êtes là. S'écria-t-elle en se précipitant vers les officiers, les larmes coulant comme si c'était prévu. C'est lui. C'est le garçon qui terrorise notre quartier. Elle a pointé du doigt Zion avec le flair dramatique de quelqu'un qui identifie un tueur en série, pas un enfant qui jouait au basket dans sa propre allée. Il a volé mes décorations de jardin d'une valeur de plus de $200, sanglota-t-elle, s'adressant aux policiers qui dévoraient chaque mot. Et mes colis.
On m'a volé 500 $ de colis sur mon Porsche, et je suis sûr que c'était lui. Mais Brinley n'avait pas fini. Il est entré par effraction dans mon garage et a volé des outils d'une valeur de 300 $. A-t-elle ajouté, ses mensonges devenant de plus en plus élaborés à chaque seconde. Et je l'ai vu surveiller ma maison la nuit, l'observer et planifier son prochain cambriolage. Les officiers n'ont pas demandé de preuves. Ils n'ont pas remis en question la chronologie. Ils ne se sont pas demandé comment un enfant de 9 ans pouvait emporter des outils valant des centaines de dollars. Ils la crurent sans hésitation, car ses paroles correspondaient parfaitement aux préjugés qu'il portait déjà. « Vous avez ça sur la caméra ?» demanda Sterling, désireux de renforcer son dossier. « Absolument », répondit Brinley, mentant sans aucune hésitation. « J'ai tout sur ma caméra Ring. Le vol. Les menaces. Tout. » Bien sûr, elle n'avait pas de tels enregistrements. Aucun de ces crimes n'a eu lieu. Mais les policiers n'ont jamais vérifié. Ils n'ont jamais demandé de vidéo. Ils étaient trop occupés à préparer l'arrestation d'un enfant sur la base des déclarations non vérifiées d'une femme dont la haine venait de virer au parjure. Pendant ce temps, la grand-mère de Zion, Nana Cordelia, avait entendu le bruit et était sortie pour trouver son petit-fils traité comme un criminel sur son propre Porsche. Cette femme âgée, qui vivait sur Rosewood Drive depuis 30 ans et connaissait chaque voisin par son nom, a essayé d'intervenir. « Messieurs les officiers, il y a eu une erreur. » dit-elle d'une voix calme mais pressante. « Voici mon petit-fils, Zion. Il vit ici avec moi et sa mère. Il a 9 ans et il n'a jamais rien volé de sa vie. » Mais Blake et Sterling n'étaient pas intéressés à entendre quelqu'un qui pourrait remettre en question leur récit. « Madame, reculez » aboya Blake, la congédiant sans hésiter. « Nous menons une enquête ici. Mais je peux vous montrer sa carte d'inscription à l'école, » a plaidé Nana Cordelia, essayant désespérément de clarifier cette erreur évidente. « J'ai son acte de naissance, son dossier médical, la preuve qu'il vit ici. » Sterling l'interrompit froidement, son ton dégoulinant de mépris. « On connaît ton genre. Tu dirais n'importe quoi pour le protéger. Ce gamin n'a pas sa place dans des quartiers comme celui-ci. Votre type. » Il a dit cela à une femme âgée qui avait été un pilier de cette communauté pendant 3 décennies. D'autres voisins avaient commencé à sortir, attirés par les sirènes, les gyrophares et le chaos. Madame Santos, qui habitait de l'autre côté de la rue, a approché les policiers avec son propre récit. « Messieurs les agents, j'ai surveillé cet enfant pendant 3 semaines, a-t-elle déclaré. C'est le garçon le plus poli et le plus respectueux que j'ai jamais rencontré. Il m'aide à porter les courses. Il me salue toujours de la main et me dit bonjour. Il n'a jamais rien volé. » Mais les officiers avaient déjà pris leur décision. Et ils n'étaient pas prêts à laisser les faits entraver leur parti pris. « Garde ça pour le juge, gamin, » dit Blake à Zion. Comme si un enfant de 9 ans portait le fardeau de réfuter un mensonge raciste. Ce qui s'est passé ensuite vous montrera exactement comment le comportement calme et respectueux d'un enfant peut être transformé par des agents racistes en quelque chose de sinistre. Malgré sa peur. Malgré le traumatisme, malgré le fait d'être entouré d'hommes adultes armés, Zion est resté calme, tout comme ses parents le lui avaient appris. Il a poliment demandé à appeler son père. Il leur a donné sa bonne adresse. Il a proposé à sa grand-mère de leur montrer sa carte d'identité et son dossier scolaire. Mais pour Blake et Sterling, le calme de Zion n'était pas un signe de caractère fort ou de bonne éducation parentale. C'était suspect. Ce gamin est trop calme, murmura Blake à Sterling. La plupart des enfants coupables seraient en train de pleurer ou de courir. Son sang-froid lui donne un air calculateur. Sterling a accepté. Oui. Et il n'arrête pas de demander à appeler son père. C'est ce qu'ils font tous quand ils se font prendre. Ils essaient de convaincre leur famille de leur fournir des alibis. Ils utilisaient littéralement le comportement respectueux d'un enfant comme preuve qu'il était une sorte de cerveau criminel. Et puis ils ont pris la décision qui allait tout changer. Zion Mitchell, dit Blake en lisant depuis ses menottes. Vous êtes en état d'arrestation pour vol. Intrusion criminelle et résistance à l'arrestation. Résistance à l'arrestation, une accusation qu'ils ont ajoutée à un enfant de 9 ans qui avait suivi tous les ordres et n'avait jamais essayé de courir ou de se battre. Alors qu'ils s'apprêtaient à placer Zion à l'arrière de leur voiture de patrouille, menotté comme un criminel endurci, il lança un dernier appel désespéré.
Mon père est en route, dit Zion. La voix tremblante mais ferme, les larmes coulant sur ses joues. Veuillez l'attendre. Il pourra tout vous expliquer. Et c'est à ce moment-là que Blake prononça la phrase qui allait le hanter de la manière la plus inoubliable. Ton père ne va pas te sauver de cette situation. Alors qu'il claquait la porte et se préparait à partir avec un garçon de 9 ans arrêté sur de fausses accusations. Aucun d'entre eux, ni Blake, ni Sterling, ni Bradley n'avait la moindre idée de qui se dirigeait vers Rosewood Drive à ce moment précis. Parce que le père de Zion ne venait pas seulement pour sauver son fils. Il venait rendre justice à chaque personne qui avait pris part à cette parodie. Et quand il est arrivé, la vérité sur qui était réellement cette famille a choqué tout le monde et l'a plongé dans un silence stupéfait. L'arrestation a été complète. Les mensonges ont été acceptés comme vérité. Et un enfant de 9 ans était sur le point d'être emmené menotté, arraché à sa propre maison. Mais en moins de 5 minutes. Tout ce que ces officiers racistes pensaient savoir sur le pouvoir, l'autorité et les conséquences étaient sur le point d'être brisés de la manière la plus dramatique imaginable. Alors que l'officier Blake s'apprêtait à partir avec Zion enfermé sur le siège arrière de sa voiture de patrouille, quelque chose s'est produit qui a tout changé. L'air fut à nouveau transpercé par le hurlement aigu des sirènes. Mais cette fois, il venait d'une direction différente. Plus rapide, plus fort, plus concentré. Le genre de sirènes qui ont figé tout le monde sur Rosewood Drive. Un SUV de police noire a fait une embardée sur les lieux, les lumières clignotant comme un coup de semonce. Dégageant le genre d'autorité que seule une personne dotée d'un réel pouvoir pouvait exercer. Blake et Sterling échangèrent des regards satisfaits. Ils ont supposé que des renforts étaient arrivés. Des renforts pour soutenir ce qu'ils croyaient encore être une arrestation juste et à enjeu LF. Et Blake murmura avec assurance, on dirait que le département prend ça au sérieux, ils enverront probablement un superviseur pour superviser l'arrestation. Sterling hocha la tête, ajustant son col, se préparant à impressionner celui qui sortirait de cette voiture. Ils étaient fiers d'eux-mêmes, fiers de ce qu'ils avaient fait. Dans leur perception déformée. Ils avaient arrêté un dangereux criminel. Ils pensaient avoir protégé leur quartier. Ils n'avaient aucune idée que la personne qui sortirait de ce SUV démantèlerait leur carrière. Leur réputation et tout ce qu'ils croyaient à propos de la justice. La porte s'est ouverte. Et le chef d'Akari Mitchell est sorti. Il avait 48 ans. Commandant. Impeccablement habillé. Son uniforme impeccable. Son badge scintille même dans la lumière déclinante. Mais ce qui a vraiment fait taire la foule, ce n'était pas l'uniforme. C'était le visage. Le chef Mitchell a examiné la scène avec un calcul froid. Chaque détail. Chaque erreur. Gravée dans sa mémoire. La justice était sur le point d'être rendue. Et personne n'échapperait au jugement. La confiance suffisante sur les visages de Blake et Sterling s'est évaporée instantanément. Leur chef était arrivé à l'improviste. Ce n'était pas une sauvegarde. C'était un jugement. Et à en juger par le regard dans ses yeux, il savait qu'ils étaient dans une situation très difficile. Sterling fut le premier à parler, sa voix se brisant sous le poids de la panique. Chef Mitchell, on ne vous attendait pas. On a la situation sous contrôle, monsieur. Mais le chef n'a pas répondu par un hochement de tête désinvolte. Il n'a pas souri. Il n'a pas joué le jeu. Au lieu de cela, il a scanné la scène comme un enquêteur sur une scène de crime. Ses yeux se sont déplacés vers l'enfant menotté. La femme suffisante à côté. Les voisins curieux qui regardent depuis leur pelouse. Puis il revint à ses officiers. Qui ressemblaient désormais plus à des suspects qu'à des agents de la force publique. Donne-moi ton rapport, dit-il. Sa voix était d'acier. Je veux tout. Commence par le commencement. Essayant de calmer ses nerfs, Blake s'avança, espérant paraître professionnel. Monsieur, nous avons répondu à un appel au 911 concernant un suspect de vol. La plante a identifié ce garçon comme ayant volé plusieurs fois chez elle. À notre arrivée, il correspondait à la description. La plaignante a confirmé qu'il s'agissait bien de lui. Le chef Mitchell n'a rien dit. Il a simplement ouvert un bloc-notes et a commencé à prendre des notes. Continuez, ordonna-t-il. Sterling s'est lancé. Désireux de démontrer sa minutie. Le suspect n'a pas coopéré, monsieur.
Il n'arrêtait pas de demander à appeler quelqu'un, ce que nous avons interprété comme une tentative de se forger un alibi. Nous l'avons arrêté pour vol, violation de domicile et résistance à l'arrestation. Le chef Mitchell leva les yeux. Son ton devint glacial. Résistance à l'arrestation? Qu'a-t-il fait exactement pour résister? Blake et Sterling échangèrent des regards nerveux. Des fissures se formaient. Eh bien, il n'arrêtait pas de poser des questions au lieu d'obtempérer. Balbutia Blake. Mais avant que le chef ne puisse insister davantage, Brinley Ashworth s'avança, prenant l'autorité du chef pour une validation. Elle ne savait pas qui il était. Mais elle pouvait voir les étoiles sur son épaule et supposer qu'elle avait un allié. Dieu merci, s'exclama-t-elle. Sa voix pleine de faux soulagement. Ce criminel terrorise notre quartier depuis des semaines. Le chef Mitchell tourna son regard vers elle. Elle a pris son attention pour une approbation et s'est lancée dans sa performance. J'ai des preuves. Des témoins. Il a volé pour plus de $1000 de mes biens. Décoration de jardin, outils, colis. Il pille toute notre rue. Ses gestes étaient théâtraux. Son ton est juste. Elle montait en puissance, complètement inconsciente que chaque mot creusait sa propre tombe légale. Je l'ai vu surveiller ma maison la nuit. Il m'a menacé quand je l'ai confronté. J'ai filmé la scène. Il n'a rien à faire dans ce quartier. Le chef Mitchell a continué à écrire. Calmement. Fraîchement. Demandez des détails, dates. Montant en dollars, échéancier. Brinley pensait que c'était un signe qu'elle gagnait. Elle n'avait aucune idée qu'elle alimentait sa propre accusation avec des preuves. Puis le chef se tourna vers ses officiers. Vous avez donc arrêté cet enfant, uniquement sur la base de ces accusations? Aucune preuve. Aucune enquête. Aucune tentative de confirmer la vérité. Blake, de plus en plus sur la défensive, a essayé de tenir la ligne. Elle semblait crédible, monsieur. Il correspondait à la description qu'elle avait donnée au dépêcheur. C'est à ce moment-là que le chef Mitchell a posé la question qui a fait s'écrouler le fond. Quelle description? Le silence était étouffant. Un enfant noir de 9 ans? Blake et Sterling se sont figés. Ils ont réalisé que le chef savait quelque chose qu'ils ignoraient. Et leur soi-disant arrestation de routine venait de se transformer en un désastre mettant fin à leur carrière. Le chef Mitchell a marché jusqu'à Sion. Le garçon était toujours menotté. Toujours abasourdi. J'essaie toujours de donner un sens à un monde qui a basculé. La voix du chef s'adoucit. Mon fils? Es-tu blessé? Zion secoua la tête, les yeux écarquillés de soulagement. Pour la première fois depuis des heures, quelqu'un le traitait comme une personne. Le chef Mitchell se redressa et se tourna vers la foule. Sa voix était aiguë. Précise et définitive. Le criminel que vous venez d'arrêter est mon fils. Le silence frappa Rosewood Drive comme une explosion. Sterling pâlit. Blake a vacillé. Brinley avait l'air d'avoir vu un fantôme. Les voisins ont regardé avec incrédulité. Brinley a essayé de parler. Sa voix tremblante. C'est impossible. Comment aurais-je pu le savoir? La réponse du chef fut impitoyable. Tu sais quoi? Qu'il ne faut pas porter de fausses plaintes? Qu'il ne faut pas inventer de crimes? Qu'il ne faut pas accuser les enfants de crimes en raison de leur couleur de peau? Blake a essayé de sauver ce qui restait de sa carrière. Chef, nous n'en avions aucune idée. Nous avons suivi le protocole. Protocole? S'exclama le chef Mitchell. Un protocole pourquoi? Arrêter des enfants parce qu'ils jouent au basket? Parce qu'ils croient les racistes sans se poser de questions? Parce qu'ils traitent mon fils comme un criminel parce qu'elle l'a dit? Sterling sauta dedans, en sueur. Elle semblait crédible. Nous faisions simplement notre travail. La voix du chef Mitchell s'éleva. Sa fureur à peine contenue. Votre mission est de servir et de protéger. Nous tous. Votre mission est d'enquêter, pas d'agir par partialité. Pas d'arrêter des enfants noirs parce qu'un voisin blanc l'a dit. Votre travail consiste à utiliser votre cerveau, votre entraînement et votre humanité. Ne pas devenir le bras armé du racisme de banlieue. La vérité n'était plus cachée. Elle se dévoilait,
évidente et indéniable, aux yeux de tous dans cette rue. Les agents Blake et Sterling n'avaient pas seulement arrêté un suspect. Ils avaient activement participé au ciblage raciste d'un enfant, un enfant dont le seul crime était d'exister en tant que noir. Dans un quartier où il avait tous les droits légaux et moraux de vivre. Brinley Ashworth n'avait signalé aucun crime. Elle avait engagé un. En déposant un faux rapport et en mentant aux forces de l'ordre. Et ce garçon de 9 ans qu'ils ont menotté? Le garçon qu'ils s'apprêtaient à emmener en prison comme s'il s'agissait d'un criminel endurci? Il était le fils du plus puissant responsable des forces de l'ordre du comté. Alors que le poids écrasant de leurs actes s'abattait sur eux, les habitants de Rosewood Drive savaient que ce moment resterait gravé dans leur vie. Pour les officiers Blake et Sterling, cela signifiait la fin de leur carrière. Pour Brinley, cela signifiait qu'elle devait faire face à ces mensonges, des mensonges plus brutaux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Mais pour Sion, cela signifiait quelque chose de plus profond. C'était le moment où la justice est venue. Exactement au moment où il en avait le plus besoin. Délivré par le père qui le lui avait appris. Encore et encore. Reste calme. Restez respectueux. Et ayez confiance que la vérité triomphera un jour. Le voile a été levé. La vérité, exposée. Et maintenant, il était temps de tenir compte des conséquences. Des vraies conséquences. Le genre qui entrait tous ceux qui sont impliqués. Le genre de bruit qui résonnerait dans cette communauté comme le tonnerre. Parce que les actions ont des conséquences. Les mensonges ont un prix. Et le racisme laisse des blessures bien plus profondes que ce que les mots peuvent exprimer. Le chef Darry Mitchell se tenait au centre de Rosewood Drive, son visage comme un masque de résolution, entouré de l'illusion brisée de ce que ces gens pensaient autrefois n'être qu'une autre soirée en banlieue. Et à ce moment-là, il a commencé à rendre justice. Avec la précision mesurée d'un homme qui connaissait le poids du pouvoir et exactement comment il devait être utilisé. Il s'est d'abord tourné vers ses officiers. Sa voix coupa le silence comme une lame. Agent Blake et Sterling, commença-t-il d'un ton ferme et inébranlable. Vous avez arrêté mon fils de 9 ans sans motif valable. Vous vous êtes appuyé sur des preuves fabriquées de toutes pièces. Vous avez fait un usage excessif de la force contre un enfant. Sa voix devint plus lourde. Vous n'avez même pas mené l'enquête la plus élémentaire. Vous avez ignoré des témoins oculaires qui auraient pu mettre fin à ce calvaire en quelques minutes. Vous avez violé votre serment. Vous avez ignoré votre formation. Vous avez trahi tous les principes d'une police éthique. Les deux hommes restèrent figés, comme des statues déjà condamnées. Présentez-vous aux affaires internes, a poursuivi le chef Mitchell. Lundi matin à la 1re heure. Vous serez formellement inculpé, faute policière. Violation des droits civiques et manquement aux devoirs, conformément à la politique du service. Il s'arrêta. Et je vous le garantis, justice sera rendue. Mais il n'avait pas fini. Loin de là. Le chef Mitchell s'est ensuite tourné vers Brinley. Elle se tenait là, pâle, choquée, sa vie soigneusement construite se déroulant sous ses yeux. Madame, dit-il d'un ton encore plus sec. Plus formel, déposer de faux rapports de police est un crime dans cet État. Mentir sur des crimes qui n'ont jamais eu lieu. Signaler des biens volés qui n'ont jamais existé et gaspiller les ressources policières avec de fausses urgences sont des infractions pénales graves. Elles sont passibles de peine de prison. Le visage de Brinley s'est vidé de toute couleur. Il ne s'agissait plus de ragot ou d'embarras social. Il s'agissait désormais d'accusations de crime. Et la possibilité d'un avenir derrière les barreaux. Mais fidèle à lui-même, Brinley ne pouvait pas accepter cette réalité. Pas encore. Elle s'est retrouvée confrontée à une tempête d'excuses. Des excuses qui en ont révélé plus sur son caractère que n'importe quelle salle d'audience ne pourrait jamais le faire. C'est un malentendu, gémit-elle, la voix tremblante de panique. J'essayais juste de protéger le quartier. Je me sentais menacé. Je pensais bien faire. C'était juste une erreur. Elle a tenté de trouver n'importe quelle bouée de sauvetage. Comment aurais-je pu savoir qui il était? Je faisais juste preuve de bon voisinage. Le chef Mitchell ne l'interrompit pas. Il écouta. Il la laissa se pendre à chaque mot tremblant. Puis il sortit son téléphone. Il a ouvert la transcription officielle de son appel au 911 et a commencé à lire. À haute voix. Mot pour mot.
Il y a un homme noir, en fin d'adolescence, qui cambriole des maisons dans notre quartier. Il a juste essayé de cambrioler des voitures. Quand je l'ai confronté, il est devenu violent. Je pense qu'il est armé. » Ces mots, suspendus dans l'air comme du venin. Ce n'était pas de la panique. Ce n'était pas une erreur. C'était un mensonge calculé. Une tentative délibérée de faire arrêter un enfant. Mais le chef Mitchell n'avait pas fini. Il a ouvert ses réseaux sociaux. Et lisait à haute voix ses publications récentes, des publications décrivant les activités des gangs et le trafic de drogue. Les reliant à un enfant qui n'avait rien fait de plus que jouer au basketball dans son allée. Vous prétendez que mon fils a volé des objets d'une valeur de plus de $1000. Dit Mitchell d'une voix plus dure. C'est un vol qualifié. Tu veux porter plainte? Alors, déposons-le. Contre toi. C'est à ce moment-là que la communauté a commencé à parler. M. Dmitri Vulov, l'entrepreneur qui travaillait sur les maisons à proximité, s'est avancé, son téléphone à la main. Chef Mitchell, dit-il, l'accent prononcé et la voix tremblante, j'ai une vidéo. Cette femme harcèle votre fils depuis des semaines. Elle le suit. Elle lui crie dessus. Elle l'insulte. J'ai tout enregistré. Puis arriva Madame Esperanza Santos, la gentille vieille dame d'en face. Ses yeux étaient remplis de larmes. Monsieur l'agent, dit-elle d'une voix brisée, ce petit garçon est un ange. Il m'aide à faire mes courses chaque semaine. Il me dit toujours, bonjour. Madame Santos. Comment vous sentez-vous? Il n'a jamais rien volé. Cette femme a menti. Menti à propos de tout. Même la famille Henderson, restée silencieuse pendant si longtemps, a finalement pris la parole. On aurait dû parler plus tôt, admit Monsieur Henderson d'une voix basse, emplie de honte. On a vu ce qu'elle faisait à Zion. On savait que c'était mal. On ne voulait juste pas s'en mêler. Et on est désolé. Ce garçon ne méritait pas ça. La vérité était indéniable. Brinley Ashworth avait harcelé, calomnié et criminalisé un enfant par haine raciale. Et maintenant, ces mensonges s'effondraient. Blake et Sterling ont lancé un dernier appel désespéré. Chef, nous sommes désolés, commença Blake. Mais Mitchell l'interrompit d'un seul regard. Un qui aurait pu geler le feu. Tu ne t'excuses pas auprès de moi, dit-il. Vous présentez vos excuses à mon fils. Vous avez menotté un enfant de 9 ans et l'avez traité comme un criminel. S'il reste un peu d'humanité en toi, tu le regarderas dans les yeux et tu lui diras que tu es désolé pour ce que tu as fait. Mais cela n'était toujours pas suffisant. Vos badges. Vos armes. Maintenant. Les mains tremblantes, les deux policiers déshonorés ont rendu leurs insignes et leurs armes. Là, au beau milieu de Rosewood Drive. Devant tout le monde. Leur carrière était terminée. Et la justice? La justice était enfin vivante. Le chef Mitchell se tourna vers Brinley et porta le coup final. Vous serez poursuivi pour faux rapport de police. 5 ans de prison sont prévus. Si vous tentez de déclarer un sinistre à votre assurance pour un bien volé imaginaire, nous ajouterons fraude à l'assurance. Votre harcèlement sur les réseaux sociaux? Du cyberharcèlement au sens de la loi de l'État. Et nous faire perdre notre temps avec vos mensonges? C'est aussi un délit, passible d'amende et de prison. Les conséquences juridiques ont été dévastatrices. Mais les conséquences personnelles. Nous commencions juste. Cette nuit-là. Alors que les voitures de police disparaissaient et que les voisins retournaient chez eux, la famille Mitchell trouva enfin la paix sous son propre toit. Le chef Darry Mitchell, dépouillé de son insigne mais plein d'amour paternel, entoura son fils de ses bras. Le docteur Amani Mitchell est arrivé peu de temps après, toujours en tenue d'hôpital. Après avoir quitté ses patients desquels a appris la nouvelle. Ils étaient assis ensemble en silence, absorbant le chaos auquel ils avaient survécu. « Je suis fier de toi, mon fils » dit le chef Mitchell, la voix rauque d'émotion. « Tu es resté calme. Tu étais respectueux. Tu as cru à la vérité. » Zion laissa finalement la peur s'échapper de sa voix. « Mais papa, j'avais peur. » « Avoir peur ne vous rend pas faible, » dit doucement le docteur Mitchell en le serrant contre lui. « Avoir peur et faire quand même ce qu'il faut, c'est sa point bravoure.
Mais pour tout le monde, la tempête était loin d'être terminée. Le quartier bourdonnait d'une vérité dérangeante. Rosewood Drive a été obligé de faire face à lui-même. L'association des propriétaires a tenu une réunion d'urgence. Brinley a été démise de tous ses rôles, notamment de son titre autoproclamé de « surveillante de quartier ». Ils ont présenté des excuses officielles à la famille Mitchell. Et nous avons mis en œuvre des politiques pour protéger chaque résident, quelle que soit sa race, son âge ou son apparence. La famille de Brinley s'est elle-même fracturée. Ses enfants refusaient de lui parler. Son mari, humilié, a consulté des avocats spécialisés en divorce. Le procureur de district a déposé des accusations dans les jours qui ont suivi. Et s'est engagé à poursuivre dans toute la mesure permise par la loi. Blake et Sterling ont été suspendus. De nouveaux protocoles policiers ont été introduits. Et la justice? La justice se tenait debout. 3 mois plus tard, Zion était de retour sur le terrain de basket. Mais cette fois, il n'était pas seul. Des enfants de tous horizons en noir, blancs, latinos, asiatiques sont venus jouer. Madame Santos a apporté de la limonade. Monsieur Vuloff a enseigné aux enfants l'argot russe. Les Henderson sont venus avec des invitations d'anniversaire et des excuses. Depuis son salon, le chef Mitchell observait tout cela, le cœur gonflé. Brinley Ashworth avait disparu. Chassée. Elle était confrontée à un procès. Seule. Déshonorée. Oubliée. Parce que la vérité avait surgi. Et un enfant qui avait fait triompher. Sauf qu'ils existent tant que noirs. Avait été justifié. Parce que parfois, le système fait travail. Parce que parfois, la vérité fait prévaloir. Et quand cela arrive, cela nous apprend à tous ce courage, cette dignité et cette justice sera toujours s'élever plus haut que la haine, les mensonges et l'abus de pouvoir.